Merci de votre fidélité, merci de votre écoute ce matin. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et ce matin, nous avons le plaisir, la chance même, dirais-je, d'avoir avec nous en direct Sébastien Lévy, notre correspondant aux États-Unis, véritable globe-trotter. Je ne sais pas dans quelle partie du monde il est actuellement. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Je suis sur le continent américain, mais je suis en Amérique du Sud. Très bien. Eh bien, vous êtes quand même sur le continent américain et vous suivez l'actualité pour nous, Sébastien. Merci beaucoup. Alors, actualité chargée, ces jours de fête, on le sait, il n'y a pas eu d'antenne, mais on a quand même suivi évidemment ce qui se passait. On va peut-être commencer par cette attaque dans le Colorado. Un homme notamment qui s'en est pris à des militants, des manifestants qui manifestaient pour la libération des otages. Un homme de 45 ans, originaire d'Égypte. Il a fait 12 blessés. Qu'est-ce qu'on sait de cette attaque, Sébastien? Est-ce qu'on peut d'abord revenir là-dessus? Déjà effectivement, donc ça a eu lieu à Boulder dans le Colorado. C'est une petite ville. Et en fait, vous avez toutes les semaines, samedi ou dimanche, vous avez des manifestations dans les endroits où vous avez une communauté juive ou d'Israéliens expatriés. Vous avez donc des manifestations de solidarité avec les otages. En l'occurrence, c'était une espèce de course, une espèce de jogging en solidarité avec les otages. C'est assez fréquent. Moi, j'ai l'occasion d'y assister assez souvent. Donc ça a eu lieu dans cette communauté, donc dans cette ville du Colorado. Et effectivement, c'est un homme. Alors vous avez parlé, il y a une quinzaine de blessés. Aurait pu être encore plus grave. Il semble en fait qu'il ait eu des espèces de regrets au tout dernier moment. Alors c'est ce qu'il dit sans doute pour se défendre et qu'il n'a pas en fait utilisé tous les cocktails Molotov qu'il avait qu'il a envoyés sur la foule. Donc c'est des gens entre 55 et 80 ans donc eu des blessures assez graves. Donc ça a été effectivement dramatique, extrêmement traumatisant. Ça aurait pu être encore plus grave. Ce qui est terrible, c'est que c'est quand même le 3e acte antisémite extrêmement violent en un mois et demi, puisque ce cycle a commencé outre les violences classiques, mais vous avez eu donc l'attaque contre le gouverneur juif de la Pennsylvanie le soir du Seder de Pessah. Ensuite, vous avez eu l'attaque antisémite il y a 2 semaines à Washington qui a coûté la vie à un jeune couple. Et vous avez donc maintenant cette attaque, donc il y a une espèce de répétition. Vous avez ce qu'on appelle des copycats, c'est-à-dire qu'en plus chaque attaque inspire d'autres attaques et d'autres assaillants. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est extrêmement préoccupante et qui inquiète énormément la communauté juive. Une nouvelle réalité pour les Juifs américains, similaire à celle que vivent les France depuis les années 2000 maintenant. Sébastien, vous le ressentez comme ça en tant que Juif américain ? Oui, en tant que Juif américain et en tant que Juif ayant vécu justement cet instant où on a l'impression que toutes les certitudes que nous avions, et là je parle en tant que Juif français, j'étais en France au début des années 2000, où ce qui était complètement inimaginable est devenu une certaine forme de routine. C'est ce qui s'est passé dans les années 2000-2001, et le problème c'est que ça n'est jamais redescendu, ça n'est jamais revenu au statu quo ante. Et c'est vrai que la crainte ici, et moi ça fait un certain temps que j'alerte les Juifs américains en disant attention, cela me rappelle quelque chose. Et malheureusement, vous avez aujourd'hui un discours qui se libère, vous avez des actes qui se libèrent et vous avez l'inacceptable qui devient relativement traditionnel, relativement classique. Et donc, c'est extrêmement compliqué, une fois que ça devient relativement normal de voir ce nombre d'actes antisémites se développer, de revenir à une situation plus normale. Donc oui, c'est extrêmement préoccupant et on est aujourd'hui sur une phase qui, effectivement, moi, me rappelle énormément le début des années 2000 en France. Alors la Maison-Blanche n'a pas tardé de son côté à pointer du doigt l'immigration après l'attaque survenue donc dans le Colorado, une réaction que dénonce d'ailleurs une partie de la presse aux États-Unis, estimant que le président Trump utilise la montée de l'antisémitisme à ses propres fins. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Sébastien ? Bon, j'en parle assez souvent ici, notamment sur le thème des universités. Ce qui est un petit peu gênant dans le communiqué de Trump, dans le tweet de Trump, c'est que il ne cite pas le mot juif, il ne cite pas l'antisémitisme. Il attaque bille en tête contre 2 de ses obsessions, l'immigration clandestine et Joe Biden. Il est possible, et je pense qu'il faudra qu'il y ait une enquête, il est possible que l'immigration clandestine ait joué un rôle. En l'occurrence, il se trouve que cette personne était en procédure, il faisait une demande aujourd'hui de régularisation, donc c'est pas complètement un immigré illégal. Donc il y a eu effectivement des mensonges qui ont eu lieu là-dessus. Je pense que c'est complètement légitime de parler de l'immigration clandestine. Ce qui est problématique, c'est de l'exploiter immédiatement juste après cette attaque antisémite, sans même dénoncer l'antisémitisme. La communauté juive aurait sans doute apprécié que Trump parle de l'antisémitisme, parle des mesures à prendre contre l'antisémitisme, contre la haine antisémite, qui n'est pas uniquement
uniquement un rejet de l'immigration clandestine. C'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et vous avez eu aussi Marco Rubio qui, dans un communiqué, a tout de suite justifié aujourd'hui la mise au banc et notamment le fait de remettre en place tous les visas étudiants. Donc là aussi, vous avez une certaine forme d'exploitation qui laisse un goût amer, à une partie de la communauté juive ici en disant ça n'était peut-être pas le moment. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire bloc, c'est de faire nation et surtout de montrer de la ligne de l'antisémitisme comme un combat absolument essentiel. Marco Rubio l'a dit. En revanche, les mots contre l'antisémitisme vraiment ont un petit peu manqué dans le discours du président Trump. Alors l'administration Trump, par ailleurs, qui poursuit ses efforts en vue d'une paix régionale au Moyen-Orient. On parle évidemment des otages. On sait que des familles d'otages ont rencontré déjà depuis quelques jours des membres de l'administration Trump. Et puis il y a la question de l'Iran aussi. On a entendu Donald Trump récemment mettre en garde à nouveau Israël, lui dire attention, n'attaquez pas l'Iran. Une voie diplomatique est encore possible. En tout cas, je pense qu'il y a une chose qui est très nette avec cette administration, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à casser tous les tabous. C'est-à-dire que négociation quasiment directe avec le Hamas et négociation directe avec l'Iran. Et ce qui est intéressant dans le cas de l'Iran, on en a déjà parlé un petit peu ici, mais ça s'est encore renforcé. Vous avez aujourd'hui, le cœur des négociations, c'est aujourd'hui se mettre d'accord sur la notion d'enrichissement. C'est un petit peu technique, je ne suis pas un expert, mais c'est l'idée aujourd'hui que l'enrichissement de l'uranium aurait lieu dans des pays tiers, c'est-à-dire en Arabie Saoudite ou par exemple dans les Émirats Arabes Unis. Donc ça serait d'autres pays qui enrichiraient l'uranium pour que l'Iran n'ait pas ce processus-là. En revanche, les États-Unis s'engageraient à aider à la construction des réacteurs nucléaires en Iran, mais avec un uranium enrichi ailleurs. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit bien que les priorités de Donald Trump aujourd'hui, c'est plutôt l'alliance avec les pays de la région et la mise un petit peu de côté d'Israël. Donc c'est vrai que ça trouble un petit peu évidemment en Israël, mais en tout cas ça montre une nouvelle fois que Trump veut un accord. C'est très important pour lui. On sait que la guerre aujourd'hui en Ukraine, il n'aura sans doute pas d'accord. Donc c'est important pour lui de parvenir à un accord et ça montre que les intérêts d'Israël, il en tient compte, mais ce n'est pas complètement la priorité aujourd'hui. En ce qui concerne le Hamas, c'est un petit peu différent. On sait que c'est une priorité importante pour le coup du gouvernement américain. Pascal Zonshine en a parlé. Pour les familles d'otages en Israël, c'est vrai que Donald Trump est à bien des égards leur seul espoir aujourd'hui. En tout cas, un espoir. Beaucoup de familles d'otages ont plus confiance en Donald Trump qu'en Benjamin Netanyahou. Et pour le coup, Donald Trump est prêt absolument à vraiment discuter de façon directe avec le Hamas pour y parvenir. Mais pour le coup, je pense qu'il y a sans doute un peu plus de coordination sur le dossier du Hamas qu'il peut y avoir sur l'Iran. Pour le coup, là, c'est vraiment un dossier régional. Oui. Il ne tient finalement assez peu compte d'Israël. En revanche, je pense que sur le Hamas, il y a sans doute une coordination assez forte entre le gouvernement américain et Israël. Alors, en revanche, Donald Trump est intransigeant sur la question d'un État palestinien. Alors, on sait que la France va coprésider là dans quelques jours, à partir du 17 juin, avec l'Arabie Saoudite, une conférence internationale aux Nations Unies visant à relancer l'idée d'une solution à deux États. On a entendu l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, qui a suggéré à la France de détacher un morceau de la Côte d'Azur pour créer un État palestinien. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien ? Là, je pense que ce qui est intéressant, il y a deux choses moi qui m'intéressent là-dedans. D'abord, c'est que les États-Unis qui privilégient vraiment l'alliance avec l'Arabie Saoudite, pour le coup, ne disent rien à l'Arabie Saoudite, alors que cette initiative de reconnaissance de la Palestine, c'est une initiative franco-saoudienne. Donc c'est là où c'est intéressant. Vous avez un petit peu une diplomatie très alignée sur l'Arabie Saoudite, sur le dossier iranien par exemple, ou sur les investissements, ou sur le nucléaire civil saoudien. En revanche, sur l'État de Palestine, finalement, il y a assez peu de discussions avec l'Arabie Saoudite, donc ça, c'est intéressant. L'autre chose, c'est que vous avez, et ça, c'est très important au sein de l'administration Trump, et notamment Mike Huckabee, l'ambassadeur américain, c'est fait partie de la droite évangélique chrétienne qui est très opposée à un État palestinien parce que dans cette mouvance idéologique, ils estiment en fait que toute Eretz Israël doit être peuplée par les Juifs et qu'il ne peut pas y avoir d'indépendance palestinienne. Donc sans doute, Donald Trump est assez peu idéologique là-dessus, donc c'est sans doute pas exactement ce qu'il pense. En revanche, vous avez au sein de son administration vraiment des gens très engagés là-dessus. Donc Mike Huckabee l'est également. Je pourrais également rajouter ce que Shikli a dit, le ministre des Relations avec la diaspora, qui s'est moqué un petit peu de la France et notamment des émeutes qu'il y a eu après la victoire du PSG, en disant que voilà, Palestine, finalement, la France pourrait le créer directement avec ce qui se passait. C'était pas extrêmement habile d'un point de vue diplomatique, mais en tous les cas, ça montre aussi un petit peu qu'il y a un certain alignement entre la droite idéologique américaine et une partie de la droite israélienne.
Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy pour ces informations. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve évidemment chaque semaine, excusez-moi, le lundi matin évidemment en direct. Vous êtes à New York en général, si vous n'êtes pas à l'étranger. En tout cas, Sébastien, merci infiniment d'avoir été avec nous ce mercredi 4 juin 2025. Ne bougez pas, dans quelques instants, le journal avec Nina Alouche. Juste après vos rendez-vous, évidemment, le Dvar Torah du rabbin Mevorach Zerbib.